comme vous l'avez dit tantôt, la nature a horreur du vide. Et quoi qu'on puisse dire, on voit que la population mondiale ne cesse de s'accroître. Donc, le besoin alimentaire aussi s'accroît et obligatoirement, comme j'ai dit tantôt, tout peut attendre sauf l'agriculture parce que vous pouvez arrêter d'acheter de nouveaux habits, de nouveaux chaussures, de nouvelles luxuries, mais vous ne pouvez pas passer de Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib aka Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois sur le cercle Laïn Nao. Laïn est le fondateur de la ferme Natangé. Il est conseiller municipal au niveau de la mairie Kayi. Et il est aussi chargé de la commission des opérations centralisées à Kayi et volontaire à Mercy Ships. Laïn, bienvenue au cercle. Merci Habib. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous recevez. Merci pour l'invitation, Habib. Non, le plaisir est pour moi, c'est avec un grand honneur, franchement. On a beaucoup échangé. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, d'où tu viens et de ton parcours avant qu'on entre dans le vif du sujet? Ok, merci pour la question et merci encore une fois. Moi, je me nomme Laïn Ndao. Je suis africain né au Sénégal, particulièrement dans la région de Kaffrine. Je suis un citoyen global citizen. Du coup, yeah, à chaque fois, l'identité ou bien la localisation est très petite ou minime pour définir un citoyen, un vrai citoyen du monde. Vu qu'avec la globalisation maintenant, on peut être un citoyen du monde et servir partout et avoir des impacts partout, raison pour laquelle on se déclare souvent citoyen du monde. Je suis né dans le village de Djidda 2, qui est dans la région de Kaffrine. Et Kaffrine, pour ceux qui ne connaissent pas, Kaffrine, c'est la région centre du Sénégal, le bassin arachidier. J'ai fait mes études là-bas avant d'aller au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Je suis allé là-bas jusqu'en Master 2 au département d'anglais. Et après, j'ai eu la chance d'être volontaire avec Mercyship, avec une organisation dénommée Mercyship, qui est une organisation internationale. Je suis volontaire là-bas pendant 3 ans. Et bien avant ça aussi, j'ai fait pas mal d'activités, d'initiatives au niveau de ma région. J'ai été au début, étant élève, j'étais rappeur. Après ça aussi, j'ai fait de l'activisme au niveau de la région. Après ça aussi, j'ai managé des artistes rappeurs lorsque j'ai arrêté de pratiquer la musique. Après ça aussi, je me suis engagé en politique, dont je suis actuellement conseiller municipal au niveau de la commune de Kayi, le chargé de la coopération décentralisée. Et bien avant ça, j'étais supposé être candidat. Et heureusement, j'ai pu rejoindre une équipe et alhamdoulilah, on a pu gagner un gouvernement actuellement. Et on est en train de faire améliorer les conditions là-bas. Non, super, super. Tout à l'heure, en off, je te disais que mon père, il a fait 25 ans à Café. Parce que, bon, moi, je suis originaire de Kaolack, donc je suis pas loin de Café. Je suis Salim Salim comme toi. Yeah. Et oui, donc c'est noble ton parcours, surtout le fait que tu t'es lancé dans la politique et dans l'agriculture. En off, on en parlait un petit peu. Est-ce que tu peux me parler brièvement de l'histoire de ton grand-père et pourquoi tu as décidé de se lancer dans l'agriculture et surtout de participer au développement de la communauté Kayi?
Mon grand-père, c'est un honneur de parler de lui, bien que je ne le connais pas très bien parce que j'ai pas vécu avec lui. Mais il est très connu, il était très connu au niveau de la région, au niveau de la zone et même au niveau du Sénégal parce qu'il fit partie de l'un des plus grands cultivateurs du Sénégal. Et je dirais pas l'un des plus grands cultivateurs de la zone, mais l'un des plus grands cultivateurs du Sénégal bien avant l'indépendance et après même l'indépendance. Il a eu beaucoup de distinctions, beaucoup de reconnaissance des autorités françaises et même des autorités sénégalaises par rapport à son impact par rapport à l'agriculture. Donc il a créé le village, il a fondé le village juste pour l'agriculture, juste pour pouvoir développer son business agricole. Et il ne vivait que de l'agriculture et du commerce. Et étant aussi son homonyme, étant aussi l'aîné de ma famille actuelle, je m'étais dit qu'il n'y a pas meilleur moyen aussi que de suivre le chemin qu'a tracé mon grand-père, comme mes autres grands-pères et comme mes autres grands-parents aussi, parce qu'on est issu d'une famille 100% cultivatrice. Je peux dire mon père est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à l'agriculture, mais il peine à, comment dirais-je, réaliser son objectif. Et je m'étais dit que d'après tout ce que j'ai vu dans le monde, d'après toutes les recherches, toutes les découvertes que j'ai eues, j'ai vu qu'il n'y a pas une meilleure opportunité que la terre, que de pratiquer la terre. Et vu que aussi j'ai l'amour, j'ai aussi l'amour, la passion, je suis environnementaliste, j'aime tout ce qui est écologie. Je m'étais dit que ok, il faudra se lancer parce que j'avais déjà eu l'agriculture dans les veines. J'avais aussi comment dirais-je, j'ai déjà la possibilité de pratiquer chez moi. Donc je m'étais dit il y a pas autre chose à faire. Et n'empêche aussi, je milite pour pas mal de choses et je suis actif sur pas mal de choses ici au niveau de ma région, au niveau du Sénégal et même au niveau de l'Afrique. J'initie pas mal d'activités, pas mal d'initiatives avec beaucoup de jeunes. Mais pour l'instant, je suis beaucoup plus sur la ferme Natangué Farm, dont j'ai créé depuis 2020. Et la raison ce qui a précipité la naissance de Natangué Farm, c'est COVID-19. Parce que en 2019-2020, j'étais volontaire avec Morsijib, comme j'ai dit tantôt. Mais à un moment donné, lorsque Covid est venu, le bateau était reparti et j'avais arrêté le travail à Dakar et je m'étais dit que il y a pas autre chose à faire parce que avec le confinement, avec les restrictions, il y avait beaucoup de business qui ne marchaient plus. Et je m'étais dit que pourquoi pas, parce que j'avais eu l'expérience avec Covid. Personnellement, j'avais arrêté d'acheter beaucoup de choses. J'avais aussi arrêté de faire beaucoup de dépenses. Raison pour laquelle je m'étais dit, ok, tout peut attendre, mais sauf l'agriculture. Donc, il y avait aussi le confinement. On avait arrêté, bloqué les déplacements interrégions. Et j'ai envoyé de l'argent au niveau du village pour la clôture. J'ai clôturé 900 mètres carrés là-bas. Et après, lorsqu'on a levé les restrictions, je m'étais carrément en déplacement là-bas pour pouvoir prendre en charge le jardin. Et alhamdoulilah, je suis très content de dire aujourd'hui que les arbres ont donné fruit maintenant et l'impact au niveau de la maison, au niveau du village, au niveau de la communauté aussi, on parvient à avoir un impact par rapport à ça. Et au-delà de ça, avec Natangué Farm, beaucoup de gens se sont inspirés. C'est un modèle aussi qui a inspiré pas mal de jeunes qui sont fonctionnaires, mais aussi d'autres jeunes qui sont en train de rechercher un cadre ou bien de rechercher un objectif à faire. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup de jeunes qui se perdent, qui peinent à identifier leur choix, identifier aussi leur métier. Et vu que on avait quitté l'université, travailler avec des organisations internationales, revenir au village, c'était pas facile. Et surtout revenir au village, travailler la terre.
Parce que beaucoup pensaient que cultiver la terre, ou bien l'agriculture est destinée seulement aux pauvres ou bien des gens qui n'ont pas quelque chose à faire. Et durant ce temps-là, c'était pas facile avec la pression au niveau quelque part de la famille. Ils disaient que tu as un bon CV, tu as le background, pourquoi pas déposer avec les ONG, pourquoi pas aller travailler. Je m'étais dit, ok, non, moi j'aime cultiver la terre, j'aime bien prendre en charge aussi, contribuer aussi à l'autosuffisance alimentaire au niveau de la maison, au niveau du village, mais au niveau de la communauté, pourquoi pas au niveau du Sénégal et de l'Afrique. Et durant ce temps, 2020-2021, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'écrire un article intitulé Agriculture, an Exploited Opportunity in Africa and Senegal, qui veut dire agriculture, une opportunité inexploitée au Sénégal, en Afrique et au Sénégal. Et c'est un article qui devait être publié par un magazine dénommé Just Agriculture d'Inde. Mais il y avait quelques soucis techniques pour pouvoir aussi atteindre l'objectif d'avoir cette publication au niveau de ce grand magazine. Mais alhamdoulilah, via le contact d'un ami journaliste qui est au Tunisie au niveau des États-Unis, lorsqu'il a reçu l'article, il a dit, damn, Lion, we need to publish this. Et elle l'a publié donc, dans le New African Living Standard, et ça a fait aussi un boom. Parce qu'avec notre réseau, il y avait beaucoup de gens qui l'ont lu, il y avait aussi notre biographie à l'époque. Et beaucoup de gens se sont dit, ok, je vais faire ça, je vais essayer de faire comme Line, je vais cultiver la terre, je vais aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire, mais je vais aussi reboiser des arbres aussi pour contribuer aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et jusque-là, on se dit qu'on on parvient pas à atteindre notre objectif 100%, mais on est à mi-parcours parce que déjà, beaucoup nous ont connus à travers cette pratique agricole. Et c'est très rare aussi pour l'instant une personne qui me rencontre bien, qui me connaît, qui ne connaît pas Natang Femme. Donc on parvient à avoir de noms par rapport à ça. C'est bien. Mais tu as dit beaucoup de choses là. Donc, en fait, ce que j'ai retenu, c'est que s'il n'y avait pas Covid-19, s'il n'y avait pas eu Covid-19, peut-être tu ne serais pas retourné au village. Moi, par contre, je connais beaucoup. Bon, les gens vont se dire ces temps-ci, tu reçois beaucoup de gens qui font de l'agriculture. Parce que je pense que c'est une étape essentielle dans l'autonomisation, surtout des communautés villageoises qui ont besoin de créer des revenus, qui ont besoin d'emplois générateurs de revenus, qui ont besoin aussi de s'autodéterminer et de s'autonomiser dans le cadre de leurs besoins quotidiens. En même temps, je vois ces temps-ci de plus en plus des gens professionnels, des gens intellectuels qui se lancent dans l'agriculture. J'ai des amis qui ont quitté le Canada pour aller se lancer dans l'agriculture au fin fond des caisses pour dire que les opportunités sont là, en fait. Et toi aussi, tout à l'heure, tu me disais que ton grand-père, au temps de Léopold Sédar Senghor, était l'un des plus grands cultivateurs du Sénégal. Et c'est fou de voir en fait ce changement de paradigme. Toi, par exemple, tu as eu une éducation professionnelle, tu as un savoir-faire, tu commençais à bosser dans le mentorship, mais là, tu as fait un retour à la source. Et je ne sais pas si d'autres gens ont eu cette chance, mais ce qui est évident, c'est que entre les années 90 et les années 2020, beaucoup de gens ont laissé l'agriculture pour se lancer dans le milieu professionnel parce qu'il y a eu une industrialisation, le monde a changé un petit peu. Et là, on est arrivé à un niveau où les gens se retournent en arrière, se retournent à la source, en fait. Donc, j'aime bien voir cette tendance, ce changement de paradigme pour dire que la nature laisse la nature. Et même si la nature a horreur du vide, euh,
l'agriculture reste toujours un noble divin, reste toujours un travail divin, un travail essentiel dans tout développement d'un pays, quoi. Donc, comment ce changement de paradigme, quand tu l'analyses, comment tu le vois et pourquoi nous avons attendu jusqu'à ce que le monde s'arrête pour qu'on retourne à la source? Merci pour la question, mais je crois bien que c'est une obligation. C'est une obligation, comme vous l'avez dit tantôt, la nature a horreur du vide. Et quoi qu'on puisse dire, on voit que la population mondiale ne cesse de s'accroître. Donc le besoin alimentaire aussi s'accroît et obligatoirement, comme j'ai dit tantôt, tout peut attendre sauf l'agriculture parce que vous pouvez arrêter d'acheter de nouveaux habits, de nouvelles chaussures ou bien de nouvelles luxuries, mais vous ne pouvez pas vous passer du manger. Et tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit là vient aussi de l'agriculture, tout ce qu'on consomme. Donc c'est une obligation aussi qu'on nourrisse le monde, vu que la population mondiale est en train d'augmenter de jour en jour, mais aussi les espaces à cultiver, les terres cultivables aussi deviennent de plus en plus rares. Donc c'est très difficile parce qu'avec l'augmentation de la population, les parties qui étaient destinées à l'agriculture, beaucoup de parties ont été habitées maintenant, sont habitées maintenant par la population. Du coup, c'est un peu difficile de nourrir aussi les communautés, nourrir aussi la population. Il y a aussi un autre facteur qui est dû aussi au changement climatique, parce que aussi avec les changements climatiques, on parvient à avoir moins de rendement maintenant. Donc pratiquer l'agriculture maintenant c'est un défi. C'est pas tout le monde qui sait faire l'agriculture et réussir aussi l'agriculture. Donc avec tout ce changement, ça a permis beaucoup de gens aussi de quitter le secteur parce que les rendements ont chuté, contrairement aux années 60 ou bien aux années comment dirais-je bien avant les indépendances. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas les techniques. Et comme vous dites aussi, il y a aussi la présence de l'industrialisation, la mécanisation, qui a aussi causé des dégâts par rapport à la structuration du sol. Donc, beaucoup de sols étaient devenus pauvres. Donc, les rendements ont baissé. Et après, comme vous dites maintenant, il y a de nouvelles techniques. Il y a de nouvelles techniques aussi qu'on peut utiliser avec moins de surface pour pouvoir avoir de rendement pour nourrir et aussi pour se faire de l'argent comme la permaculture, mais aussi avec l'agroécologie d'une manière générale. Aussi, ce type de culture n'est rien d'autre que l'ensemble des techniques et pratiques agricoles visant une production saine, tout en respectant aussi l'environnement. Parce que, comme on dit, avec l'industrialisation, les tracteurs ont fait des dégâts. Et les cultivateurs, ils pensaient que pour se faire de l'argent ou bien pour avoir de rendement, il faudra cultiver beaucoup d'espace. Et du coup, c'était très, très, très compliqué parce qu'il y avait aussi la déforestation. Parce que les cultures qui étaient faites, surtout avec l'arachide, c'était pas seulement destiné à la population sénégalaise, mais c'était aussi on visait aussi ce qu'on dit l'exportation, le marché européen. Et ceci, du coup, c'était compliqué parce qu'il y a ce qu'on dit les coupures. Parce que avec les tracteurs, avec les machines, cette industrialisation, c'était difficile de travailler avec les arbres au niveau des champs. Et de ce fait, beaucoup d'arbres qui étaient dans ces terres ont été déracinés même, pas seulement coupés. Il y avait beaucoup d'arbres qui étaient coupés. Et ceci a des conséquences parce que tout le monde connaît l'importance des arbres. Sans les arbres, on ne parvient pas à avoir de pluie. Si on ne parvient pas à avoir de pluie aussi, c'est difficile de cultiver et avoir même Sans les arbres, on n'aurait pas
d'oxygène aussi non plus. Absolument, absolument. Vous voyez toutes les conséquences qu'on est en train de vivre maintenant, raison pour laquelle aussi il nous faut aussi une agriculture régénératrice. Et avec ça aussi, nous avons opté pour l'agroécologie. Et aussi, nous avons opté à faire aussi la culture, pas seulement la monoculture, mais aussi la polyculture. Parce qu'on a aussi chaque fois le besoin en légumes, le besoin aussi en fruits. Parce que jusqu'à présent, au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de fruits qui ne se cultivent pas au niveau du Sénégal, mais sont importés. Et c'est très malheureux de voir le Sénégal et voir l'Afrique qui a une jeunesse brave, une jeunesse forte, et avoir des terres cultivables, des terres arables, importer toujours la nourriture. Donc je m'étais dit que non, personnellement je vais essayer de faire quelque chose comme parmi des milliers de jeunes qui se sont lancés, et j'invite tout le monde, toute jeune, toute personne animée d'esprit panafricain, animée d'esprit de citoyen à pratiquer l'agriculture ou bien investir dans l'agriculture. Parce que mon frère Habib, on ne peut pas libérer notre communauté, on ne peut pas libérer notre Sénégal, on ne peut pas libérer l'Afrique tout en tendant toujours la main à l'Occident. Et sur ce, le primordial, le plus urgent, c'est de nourrir, d'avoir l'autosuffisance alimentaire, de nourrir notre propre communauté. Raison pour laquelle tu as vu beaucoup de gars qui ont changé de posture, parce qu'au-delà de cultiver, de se faire de l'argent, mais aussi il y a un devoir de nourrir notre communauté, notre population. Et beaucoup ont compris ça, raison pour laquelle vous avez vu cette vague de jeunesse qui sont au niveau de la diaspora, qui sont au niveau du Sénégal, retourner vers l'agriculture. Je crois bien que c'est ceci aussi qui explique la raison. Il y a aussi cette envie de contribuer en fait localement. Parce que je pense que tous les agriculteurs que je connais personnellement, ce sont des entrepreneurs sociaux en fait. C'est pas juste une question de revenus, de profit. C'est plutôt le fait de contribuer socialement. C'est des gens qui donnent une partie de leur récolte aux populations avoisinantes. Donc, il y a cette partie aussi, cette partie de vouloir être utile, de contribuer socialement et d'aider ces communautés villageoises à avoir une vie stable, mais aussi des activités génératrices de revenus. Et la création de l'emploi aussi. Il y a aussi la création de l'emploi aussi, oui. Parce que l'agriculture emploie beaucoup plus de personnes que les autres secteurs. Oui, ouais, ouais. En même temps, oui, je lisais même un article l'autre jour qui disait que plus de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne sont des agriculteurs. Ça veut dire presque les 2 tiers des populations subsahariennes sont des agriculteurs, quoi. Donc, pour dire qu'en fait, l'Afrique a besoin de l'agriculture pour s'en sortir. Right. Et sur ça aussi, on ne doit pas se limiter seulement sur l'agriculture, mais il nous faudra aussi revoir quel type d'agriculture. Mon frère, c'est très désolant de voir aussi ce qui se passe au niveau de ce pays, qu'on ose le dire. Il y a beaucoup de gars qui ont quitté l'Europe, parce qu'il y a ce qu'on dit l'agriculteur, mais aussi il y a des gens, ils ne sont pas seulement agriculteurs, mais ils sont dans l'agribusiness. Business quoi, il apporte de l'agriculture, il voit l'agriculture comme le business, il ne voit que l'aspect business. Et ceci, on indexe beaucoup plus les noms sénégalais pour dire certaines, pour ne pas dire de donner de nationalité, mais souvent c'est des gars qui viennent de l'Europe. Ils achètent ou bien ils font tout pour avoir des terres au niveau de certaines localités. Et tu vois, un Européen qui vient au Sénégal, il est détenteur de 200 hectares ou bien qui est détenteur de 100 hectares. Et le malheur en est que avec ces 200 hectares,
comment dirais-je, ils déforestent tout. Il n'y a pas d'arbres sur les 200 hectares, tu vois. Et tous les arbres sont coupés, il y a aussi le labour intensif. Donc, il y a beaucoup de dégâts environnementaux qui est en train d'être coupés. C'est le rôle de l'État et de la population. Par exemple, bon, je comprends exactement ce que tu dis. C'est pas du tout normal qu'on attribue des hectares et des hectares à des sociétés étrangères sans que derrière, qu'on mette pas en place une politique d'inclusion sociale, de sauvegarde environnementale, et surtout de minimisation des impacts environnementaux. Mais après aussi, par exemple, si tu regardes le cas des îles de Salou, la majeure partie des hôtels ou des résidences des îles des Saloum, ça appartient à des Libanais ou à des étrangers. Parce que tout simplement, les originaires de cette zone-là ont décidé de vendre leur terrain à des prix dérisoires, à des Français, des Libanais. Et ces gens-là, ils les achètent et après, ils les transforment en hôtels et ils les louent à, par exemple, 30 000, 40 000 francs pour une nuitée. Pour dire que je comprends que on est dans un pays où on connaît les réalités. L'extrême pauvreté, ça existe toujours dans certaines zones du Sénégal. Et ces gens-là, souvent pour des projets ou pour des raisons diverses et diversifiées, peuvent décider de vendre leur terrain qui appartenait à leur famille, à leurs grands-parents, aux plus offrants. Et d'habitude, on sait que les Chinois, les Indiens, les Blancs sont les gros acheteurs. Et à la longue, ça finit par créer en fait un défaçage. En fait, ce qui appartenait au peuple autochtone maintenant est devenu une sorte d'Eldorado pour les étrangers. Maintenant, dans ces genres de situations, quelle est la personne à blâmer? Moi, je pense que l'État est responsable, mais en même temps aussi les populations ont une certaine responsabilité à prendre dans ce genre de situation. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je partage l'avis, hein. Je partage l'avis. Au-delà de ça, j'ajoute les élus locaux aussi. Parce que souvent, ils sont complices avec les élus locaux et être élu locaux, ça veut dire que tu es élu par la localité. Donc, mieux vaut défendre d'abord les biens, les intérêts de la communauté, de la localité. Tu parles de ta zone. Donc, qu'est-ce que tu fais pour en fait donner du pouvoir aux populations locales, mais aussi faire sorte que ces petits pièges-là soient stoppés malgré leur volonté de vouloir vendre, de vouloir donner leurs biens aux plus enfants. Je crois bien, c'est, comme vous dites tantôt, c'est l'inclusion, parce que aussi gouverner, c'est gouverner avec le peuple, mais pas contre le peuple. Quand je dis peuple, je fais allusion aussi à la localité, et la commune, si même aussi une association, les membres des associations. Quand tu es président d'association, il faudra travailler avec les membres. Quand tu es chef de village, il faudra être en très bon terme avec les villageois. C'est pareil pour chef de quartier, pareil pour les maires aussi et les conseillers municipaux. Il faudra être en parfaite collaboration avec la population. Et je crois bien, s'il y a cette entente, s'il y a aussi cette approche avec la population, on les tend l'oreille, on les demande leurs besoins et souvent, bien avant ça même, les besoins sont déjà connus parce que durant les campagnes, tous les politiciens fouillent partout, ils vont pas, comment dire, ils vont partout dans tous les coins. Et donc, écoute la population, note certaines notes, certaines aussi faire semblant de noter, mais à la fin, at the end of the day, euh, ils savent bien réellement quel est le problème de cette population, quel est le besoin. Et comme j'ai l'habitude de dire, la population a besoin d'être informée. Mais au-delà de cette information, la population a besoin d'être formée, surtout particulièrement les jeunes et les femmes. Et la jeunesse a besoin d'information, la vraie information. Après avoir eu cette information, elle a besoin aussi d'être formée pour pouvoir saisir les opportunités, mais pour pouvoir aussi déclencher
Parce que sur chaque personne, il y a un lion qui dort. Donc, tu dois te réveiller et tu dois les accompagner, tu dois les aider à réveiller, détecter leur talent, éveiller le lion qui dort en eux et afin qu'ils deviennent des acteurs de changement. Et je crois bien avec seulement l'agriculture, avec seulement la formation dans l'éthique, la formation dans les nouvelles techniques de l'information, comme ce que vous êtes en train de faire là, et aussi, il y a pas mal de secteurs, il y a pas mal de secteurs où la jeunesse a besoin de formation. Et souvent, c'est moins coûteux. Mais souvent, on dit que c'est la conviction ou bien c'est la volonté des élus qui restent. Il y a certains qui le font, mais au-delà de de fournir l'information, de former, il y a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement. Je crois bien, je suis pas très placé aussi pour dire pour donner des conseils ou bien donner d'orientation à ce que les gens doivent faire. Je suis pas là pour ça. Je suis pas la personne la mieux placée, mais à mon humble avis, il faudra informer les gens, les former, mais aussi les accompagner. Et pour l'accompagnement, ça doit être global, ça doit être aussi inclusif. Ne pas prioriser autant pour moi certains du parti ou bien certains du mouvement ou bien certains qui sont avec toi que sur les autres, quoi. Népotisme, en fait, le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Absolument, absolument. Et l'accompagnement sur les financements. On le voit trop dans les sphères politiques, que ce soit les financements, les campagnes, même les campagnes agricoles. J'ai entendu que parfois les semences que l'État partage, parfois ces semences-là sont attribuées à des partis partisans ou à des communautés spécifiques au détriment d'autres. C'est extraordinaire. Mon frère, il faudra qu'on revalorise l'agriculture. Il faudra qu'on repense l'agriculture. Il faudra aussi que nos autorités prennent très au sérieux le secteur agricole. Ce que vous dites des campagnes agricoles, l'attribution des semences, moi, ce que je sais en est que souvent les semences ne sont pas de bonne qualité et d'autres aussi, ouais, souvent certaines reçoivent des semences qui ne sont pas de bonne qualité, mais au-delà aussi de la qualité, il y a aussi la quantité qui est très minime, surtout celle attribuée aux vrais cultivateurs, celle attribuée à la personne qui a choisi l'agriculture seulement comme métier. Donc c'est très compliqué et vu que aussi c'est des milliards qu'on dégage, c'est des budgets qu'on dégage, il fallait avoir les contrôles, il fallait aussi savoir où est parti l'argent et ou bien pas où est parti les semences ou bien les intrants. Mais quand vous partez au fin fond du pays, vous voyez que par rapport à ce qu'on nous montre, il y a une très grande. Donc il faudra revaloriser aussi le monde rural. Et le monde rural aussi a très souffert depuis très longtemps. Parce que mon frère, nous tous nous partageons le Sénégal, nous tous nous partageons l'Afrique. On devait avoir cet amour de l'un vers l'autre. Et l'amour, ça se dit pas seulement, mais ça se prouve. Et prouver l'amour, c'est essayer d'assister les autres, d'assister ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux qui n'ont pas d'intrants, ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école, à cette jeunesse qui a fini les études, qui a eu ses diplômes, mais qui peine à avoir du travail. Il faudra, je crois bien, c'est tout un chaîne qu'on devait revoir et c'est pas compliqué de le faire, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Mais il suffit juste d'avoir la volonté pour libérer, mais aussi mettre le pays ou bien nos différentes localités dans la voie de l'émergence quand même. Non, je suis d'accord et tu as bien expliqué la situation.
Quels sont les défis que vous rencontrez dans l'exercice de ta fonction en tant que conseiller municipal? J'imagine que être jeune dans un domaine infesté de personnes âgées, c'est pas facile, même si tous les deux, nous savons que l'âge n'est pas un critère de compétence, mais un jeune homme politique, c'est pas une chose facile. J'ai jamais été politicien, mais en écoutant les histoires de certaines personnes, j'ai compris que c'est un milieu infesté d'accueillement. Donc, quelles sont les limites que tu rencontres dans ce cadre-là? Et en même temps, quelle est cette motivation, cette envie qui te pousse à vouloir continuer malgré tout, tous ces défis, malgré tout, tous ces pièges-là? Merci encore, Habib. Je crois bien la motivation est naturelle. La motivation est naturelle parce que moi, je me dis que c'est impossible d'être né dans une zone où rien ne va et faire des études. Et donc, le contribuable, la communauté a fait tout pour toi parce que nous tous, nous avons bien beaucoup parmi nous ont passé par l'école publique, donc c'est le contribuable, on se soigne dans les hôpitaux publics, c'est le contribuable, c'est le contribuable qui gère notre sécurité et tout. At the end of the day, on a besoin aussi de essayer de give back to the community, faire quelque chose pour cette communauté, essayer de rendre la monnaie, bien qu'on n'a pas encore reçu toute la monnaie. Et sur ce, vu qu'on a déjà eu une expérience académique. Après ça, bah, on a passé sur pas mal de choses. Donc, alhamdulillah, on a un très bon background, mashallah. Pourquoi pas toutes ces compétences, toute cette connaissance, toute cette envie de développer, pourquoi pas ne pas le ramener au niveau de la base pour mettre quelque chose sur la table. C'est important de parler de défis parce qu'en fait, la politique au Sénégal, c'est le sommet de défis. Si tu n'es pas prêt pour affronter, oui, si tu n'es pas prêt pour affronter des défis, il ne faut pas faire de la politique au niveau du Sénégal. Parce qu'à vrai dire, moi, je vois qu'il n'y a pas encore une politique de développement réel. Il n'y a pas une politique de développement réel dans nos différentes collectivités, quoi. Parce qu'on ne peut pas vouloir promouvoir ceux qui n'ont pas, bien ceux qui ne pensent pas réellement aux besoins réels de la communauté, ceux qui n'apportent pas de solution à la communauté. Moi, perso, je m'étais dit que face à tout ce que vit ma communauté, il fallait que je revienne au niveau de la communauté parce que avec Covid, pour essayer de répondre un peu sur votre question, c'est pas Covid qui a fait naissance à, comment dirais-je, qui m'a motivé ou bien qui m'a poussé à créer Natangué Femme, mais avec Covid, c'est Covid qui a précipité. Oui, oui, qui a accéléré. Et en 2020, j'étais au village et j'ai duré là-bas avec le projet Natangué Femme. Et réellement, j'étais en contact avec la communauté. Et je voyais beaucoup de choses qui se passaient, les femmes qui allaient pour accoucher, qui vont à des charrettes, qui partent là avec des charrettes pour 15 kilomètres. Des fois, c'est très difficile. Des gens qui sont malades la nuit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, que la nuit, quand une personne tombe malade, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Comparé à ce que j'ai découvert au niveau de Dakar ou bien ailleurs au niveau du Sénégal, je m'étais dit, waouh! Face à cette situation, je ne peux pas dire que non, moi je ne vais pas faire de la politique. Pourquoi pas? Et je m'étais dit que j'allais pas rejoindre un parti politique, mais je vais être candidat. Et j'ai parcouru pas mal de villages, beaucoup de villages de notre commune.
Et j'ai monté un mouvement dénommé Andeliggéeyal Askan Wi. Il y avait beaucoup de jeunes qui se voyaient en ce qu'on est en train de faire, qui avaient adopté notre idéologie, notre politique, notre volonté aussi d'apporter un changement radical, positif et de développement. Et alhamdoulilah, à l'époque, il y avait des gens qui avaient fait confiance en nous. Il y avait beaucoup de gens qui nous ont voulu accompagner. Certains même ont démarré, certains même ont promis. Et il y avait de l'espoir. Il y avait un grand espoir. Mais arrivé à un moment donné, j'ai reçu beaucoup de suggestions, beaucoup de conseils. Vu qu'aussi avec les communautés, les villages, souvent c'est comme ça. Beaucoup de gens m'ont dit, il faudra allier avec un parti qui est déjà sur place. Peut-être ça pourrait être facile. Si vous unissez vos forces, vous pouvez atteindre votre objectif. Et durant ce temps, il y avait aussi au niveau de Kaffrine un ministre qui avait aussi eu la confiance du président de la République, qui était bien outillé parce que vraiment il avait de très bonnes positions. Donc on est parents parce qu'on habite côte à côte. Au-delà de ça, ami de mon père, tu vois. Beaucoup pareil pour mon papa, il disait ok, il fallait accompagner, il fallait lui accompagner. Et je m'étais dit que on ne peut pas avoir dans notre commune ou bien dans notre localité une autorité qui a eu la confiance du président de la République ou bien une autorité qui est en train de travailler et qui a les moyens ou bien qui a la volonté et on se lève et on essaie de l'opposer. Donc ça sonne pas bien quoi. Je m'étais dit ok, vu que ce qu'il est en train de faire, si on s'associe à lui, si on s'associe à son équipe, on pourra aussi accélérer le développement. On pourra aussi mener pas mal de projets pour la jeunesse, mais mener pas mal de projets pour les femmes, mais d'une manière générale pour tous les secteurs. Et j'avais venu avec pas mal d'idées, j'avais venu avec pas mal de projets. Après, on s'est rencontrés, il y avait beaucoup de promesses, donc c'était très 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 difficile. Et son candidat au niveau de notre commune, il m'a sollicité aussi. Il y avait beaucoup de sollicitations. Je m'étais dit que ok, I'm down for that, pourquoi pas on unisse nos forces. Et je les ai rejoints et presque tout le travail donc se passait entre nos mains. Donc j'ose le dire, si c'était pas moi l'actuel maire, il allait pas. Ah ouais, tu dis ça, ok. C'est vrai, parce que pour la confection des listes même, c'est moi qui l'ai fait avec l'ordinateur. Donc c'était des choses. On a apporté pas mal de choses. Et le jour, je me rappelle le jour où on devait déposer les listes, on allait il allait pas participer parce que c'était le deadline, il avait peur qu'il y avait un forclos, qu'il les rejette parce que si on ne dépose pas, parce que le deadline c'était je crois bien à minuit et jusqu'à 21h on travaille. Et je leur avais donné une assurance par rapport à ça. Et j'ai fait tout le travail, on a séminé pré-campagne. On a fait pré-campagne tous les villages, on a fait campagne ensemble tous les villages. Partout où on allait dans la commune, c'est moi qui prenais le micro-central, c'est moi qui parlais parce qu'on avait cette capacité d'aborder la jeunesse, d'aborder les différentes personnes. Mais à la grande surprise, lorsqu'on a, parce que aussi on est conseillé, parce qu'on est aussi, la communauté a voté pour notre liste. Mais la déception est venue lorsque les élections ont passé. Lorsque les élections sont venues, après, on parvenait pas à... On a vu beaucoup de choses, on a vu un grand changement par rapport à tout ce qui a été dit. Commençant par le ministre qui est là-bas même. Il ne m'a jamais dit, il m'a jamais dit quelque chose qu'il a fait. Donc, ce qui est très regrettable. Parce que pour un jeune qui n'a jamais entré dans la politique, un jeune qui est venu pour un changement, si tu lui dis, tout ce que tu lui dis, il prend que ça, c'est la vérité.
Mais à la fin, on a vu pas mal de choses. On ne le rejoint pas, on n'arrive pas à le joindre tellement Bienvenue dans le club, hein. ouais, on ne parvient pas à avoir une audience avec lui, on ne parvient pas à avoir notre idée écoutée, on n'est pas impliqué sur quoi que ce soit. Et alors que la volonté, c'était pas ça. Parce que j'avais pas laissé ma candidature pour avoir un poste. J'avais pas laissé ma candidature. Je me rappelle le jour où mon papa m'a dit que le ministre a dit qu'il faut que tu viennes demain avec moi, qu'il nous reçoive en audience. Parce que je peux dire qu'on est très, 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 très proche même. On est très proche pour ne pas entrer sur certains détails. Après, j'ai dit à mon papa, lorsqu'il est venu dans ma chambre, je lui ai dit, OK, c'est bien, vu qu'il m'a appelé, il a dit qu'il me connaît très bien, ça c'est vrai. Je vais venir lui répondre, mais je vous promets, pour rien au monde je vais changer ma candidature. Pour rien au monde je vais abdiquer à ma candidature, parce que j'ai cette volonté, j'ai cette conviction d'apporter un changement. Et lorsqu'on est venu, lorsqu'on a avec l'audience et devant tout le monde, il a dit, ah, oh, Line, je le connais très bien, il a un très bon CV même. Donc c'est un gars, vraiment, il a fait des témoignages, il a fait des appréciations, mais finalement, il n'y avait pas une suite, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là juste pour moi. Et alhamdoulilah, tout juste les élections ont terminé fin à janvier. Début février, Morshiship m'a rappelé. Et aussi, ça devait être une autre mission que je devais faire, pas localement, mais globalement. En fait, ton histoire là est loin d'être spécial. Beaucoup de personnes qui ont décidé de se lancer dans la politique ou qui ont soutenu certains candidats se sont retrouvés dans la même situation. En fait. C'est la politique politicienne. Ils sont là quand ils ont besoin de vous. La campagne est terminée, on avance et on vous oublie, quoi. Mais Ouais. j'ai quelques questions, deux questions avant qu'on boucle. Parmi toutes les expériences que tu as accumulées, l'expérience politique, agricole, quelle est la vision derrière? En fait, quel est le monde idéal que tu essayes de bâtir? Quelle est la vision optimale? Euh, la vision, c'est une vision panafricaine. Et c'est une vision panafricaine. La vision, c'est une vision de développement. Parce que je crois bien que le pays et l'Afrique ne peuvent pas développer sans cette jeunesse. Et au-delà de ça, je dis que l'Afrique et le Sénégal ne peuvent pas se développer sans l'agriculture. Donc si on doit développer l'agriculture, l'Afrique et nos pays respectifs, il faudra qu'on investisse sur la jeunesse. Mais il faudra aussi qu'on investisse dans le secteur agricole. Mais aussi, il faudra aussi qu'on outille les jeunes et les femmes au niveau à la mondialisation. C'est une vision de libéralisation. C'est une vision aussi d'autonomisation. C'est une vision de rendre la monnaie à nos valeurs, comment dire, à nos ancêtres, à travers la valeur, à travers les valeurs, mais aussi à travers le patriotisme. Parce que le patriotisme ne se trouve pas seulement dans la politique, mais ça doit être un ensemble, ça doit être holistique. Et sur ça aussi, souvent, j'invite les gens, la jeunesse, à se faire fatiguer. Il faut qu'ils se fatiguent. On ne peut pas vouloir réussir sans être fatigué. On a carrément dans la souffrance, quoi. Ok, et comment incarner l'humilité dans la souffrance. Parce que toutes ces expériences ne font que vous forger. Mais au-delà de ça aussi, au lieu du militantisme seulement, mais aussi du volontarisme, il faut que la jeunesse apprenne à être des volontaires. Être des volontaires, c'est donner son temps, ou bien donner son argent, ou bien donner sa connaissance à ceux qui en ont besoin. Et le pays en a besoin, nos communautés en ont besoin. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'abord avant de réclamer qu'est-ce qu'on doit avoir. Je crois bien c'est ça la vision. Je suis parfaitement d'accord. Surtout être utile, quoi. Je pense, comme disait Mahatma Gandhi,
le meilleur service est de et de se perdre et de se perdre. Le meilleur service est de se perdre dans le service des autres, en fait. Parce que c'est en se perdant dans le service des autres qu'on se retrouve nous-mêmes, quoi. Et c'est très important. Et dernière question, c'est quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde? Bah, l'inspiration, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on voit toujours. Pour ceux qui me connaissent depuis le très bas âge, c'est bien que ce gars, c'est un serviteur. À vrai dire, moi, je suis I'm born to be useful. Je suis né pour être utile. Avant de quitter ce bas monde, je vais être utile à ma communauté, je vais être utile à mon pays, je vais être utile à la jeunesse, je vais être utile aussi à l'humanité. Et at the end, c'est Dieu aussi qui gère les récompenses et je crois bien, si tout ce qu'on fait de bien, ça va nous revenir. Tout ce qu'on fait de mal aussi, ça va nous revenir. Pourquoi pas ne pas opter pour le bien? Et le bien ne doit pas se limiter pour le meilleur. Et ça doit pas limiter seulement sur l'argent. Mais je crois bien avec ce qu'on est en train de faire actuellement avec l'agriculture, avec l'agroécologie, je crois bien les gens vont bientôt comprendre. Avant-hier, j'ai eu une discussion téléphonique avec un très proche et je lui ai dit, ok, la vision là, ce que je suis en train de faire là, je ne le fais pas seulement pour avoir de l'argent avec Natang et Femmes. Ce n'est pas un projet qui donne seulement de l'argent à moi ou bien qui nourrit la famille, mais ça apporte de l'argent, mais au-delà de ça, ça nourrit le sol. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, l'appauvrissement des sols, il nous faut aussi une régénération des sols. Et on a ce projet de régénération des sols avec Natang et Femmes, mais aussi faire des impacts environnementaux. Durant le Ramadan, j'ai eu une petite méditation la nuit lorsque j'arrosais le jardin. Et je voyais que les arbres les oiseaux qui se cassaient au niveau des citronniers, je m'étais dit, ok, grâce à moi, j'ose dire que ces oiseaux ont pu trouver de l'abri. Donc, c'est très profond et on doit faire pareil partout. Donc, ça doit être holistique. Et quand je dis holistique, that's holistique. Non, je suis d'accord. En même temps, moi, j'apprécie ce que tu fais parce que c'est rare de voir quelqu'un qui a une vision holistique et surtout globaliste des choses, quoi. D'habitude, les gens sont vrais et spécifiques, se focalisent sur une petite chose, mais je pense que toi, ta, ta manière de réfléchir, ta manière d'aborder tes projets, on voit que tu mets tout dedans, quoi. Par exemple, si tu as parlé de l'agriculture, de l'écologie, woman empowerment, tu as parlé de la communauté, de la politique. C'est vraiment un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui change les choses, pas forcément un aspect de cet ensemble. Et c'est pour ça que je pense que c'était vraiment révélateur et inspirant et enrichissant de parler avec toi. J'ai beaucoup appris et je connais Merci. un petit peu les défis que tu rencontres. Je connais un petit peu la vision derrière ce que tu veux vraiment réaliser. Et c'est une cause noble, quoi. Et je te souhaite que le meilleur au monde, que Dieu te préserve. Et pour les gens qui Merci. nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi et quels sont les projets en cours que tu pourrais nous partager avant qu'on boucle? Merci. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, ils peuvent follow, nous suivre sur toutes les plateformes, la Hindao, LAHINENDAO, la Hindao sur toutes les plateformes, LinkedIn, Instagram, sur toutes les plateformes d'une manière générale et nous suivre aussi sur toutes les plateformes à travers Natang FM, NATAN. GUEFARM. Donc, il y a On va mettre tout ça les show notes. donc c'est important, je suis prêt à collaborer avec tout le monde, je suis prêt aussi à accompagner, partager avec tout le monde et
Je dirais que aussi ça sera un plaisir. Le projet en cours, pour l'instant, tout juste après, si on termine avec Moship, ça nous reste que un petit temps là-bas. Inch'Allah, nous allons bientôt retourner à Natangue Farm, rejoindre les gars là-bas pour mieux focaliser sur le projet. Il y a aussi le projet de training, le projet de formation qui doit bientôt être lancé. Il y a pas mal de jeunes qui nous ont contactés pour être formés en agroécologie et nous aurons le plaisir de les former pour les transférer aussi cette compétence ou bien cette connaissance de produire des aliments sains tout en respectant aussi l'environnement. Donc c'est le projet le plus urgent. Merci Naïn, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup pour cette... Merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité. Et pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à dire un petit coucou à Naïn sur les réseaux, de suivre tout ce qu'il fait parce qu'il est dans beaucoup de choses et vous allez voir en regardant ses différentes pages sur les réseaux. Donc, c'était le Cercle d'Influence Podcast avec mon cher Naïn Nao. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. En attendant, soyez unique, soyez légendaire, peace and love.